يساوم على الحق أو الثوابت. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, María Dolores de Cospedal à Beyrouth. La ministre espagnole de la Défense a rencontré le Premier ministre Hariri et redit l'engagement de son pays en faveur de la stabilité et de l'avenir du Liban. L'armée syrienne et ses alliés sont entrés dans la ville de Palmyre, dans le centre de la Syrie, après de violents affrontements avec les combattants du groupe État islamique. Et le Parlement européen approuve la levée de l'immunité parlementaire de la chef du FN, Marine Le Pen. La justice française lui reproche d'avoir diffusé des images d'exactions du groupe État islamique sur son compte Twitter. La ministre espagnole de la Défense, María Dolores de Cospedal, à Beyrouth. Elle a été reçue ce midi au Grand Sérail par le Premier ministre Saad Hariri, en présence de l'ambassadrice d'Espagne au Liban, Milagros Hernando Echevarría. Une réunion axée sur la situation au Liban et dans la région, ainsi que sur les efforts du gouvernement libanais en matière de lutte contre le terrorisme. Hariri a salué la contribution de Madrid dans le cadre de la FINUL et s'est dit en faveur de la consolidation des relations bilatérales entre le Liban et l'Espagne, notamment sur le plan militaire. Lors d'un point de presse, la ministre espagnole a redit l'engagement de son pays en faveur de la stabilité et de l'avenir du Liban, mais aussi le soutien de Madrid au gouvernement libanais dans le cadre de la gestion de crise des réfugiés syriens. Le patriarche maronite Bchara Rahi en Égypte, il a été reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi. L'occasion pour les deux hommes de passer en revue les derniers développements régionaux. Le prélat s'est ensuite entretenu avec le pape copte orthodoxe Tawadros II. Rahi se trouve en Égypte dans le cadre d'une conférence de 2 jours organisée par Al-Azhar, la prestigieuse institution de l'islam sunnite basée au Caire. Dans le reste de l'actualité, l'armée syrienne et ses alliés sont entrés dans la ville de Palmyre, dans le centre de la Syrie, après de violents affrontements avec les combattants du groupe État islamique. À l'intérieur de la ville, les djihadistes mènent un combat d'arrière-garde, car la bataille est déjà perdue pour eux depuis que les troupes gouvernementales ont pris les montagnes surplombant Palmyre. En l'espace de 3 ans, la cité antique, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, a changé 4 fois de main. Les djihadistes y ont détruit les beaux temples et endommagé d'autres sites datant de 2 millénaires. Toujours en Syrie, le géant mondial du ciment, Lafarge Holcim, a reconnu ce jeudi avoir indirectement financé en 2013 et 2014 des groupes armés dans le nord de la Syrie dans le but de continuer à faire fonctionner sa cimenterie. L'enquête interne n'a pas permis d'établir avec certitude les destinataires finaux de ces fonds. Serine Bey nous explique la suite. Elle était le fleuron du groupe français Lafarge au Proche-Orient. Désormais fermée, la cimenterie de Djalabiya, située dans le nord de la Syrie, est accusée d'avoir bénéficié de certains arrangements avec des groupes armés entre 2012 et 2014 afin de poursuivre son activité. D'abord mis en cause par le journal Le Monde en juin dernier, le groupe Lafarge Holcim a publié ce jeudi un communiqué dans lequel il reconnaît des erreurs de jugement. Rétrospectivement, les mesures prises pour poursuivre les activités de l'usine étaient inacceptables. Les responsables des opérations en Syrie semblent avoir agi d'une façon dont ils pensaient qu'elle était dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses employés. Néanmoins, l'enquête révèle des erreurs de jugement significatives en contradiction avec le code de conduite alors en vigueur. La cimenterie de Djalabiya avait été inaugurée en 2010, soit 1 an avant le début de la guerre en Syrie. En 2012, alors que le conflit s'étend dans le nord du pays et que de nombreuses usines françaises décident de fermer, Lafarge refuse et verse de l'argent à des groupes armés afin de maintenir son activité dans la région. Quelques mois plus tard, la présence de l'organisation État islamique aurait contraint la cimenterie à négocier avec les djihadistes des droits de passage pour ses camions. L'entreprise se serait également approvisionnée dans des champs de pétrole tenus par le groupe État islamique. Toutes ces négociations auraient tourné court en septembre 2014 lorsque le groupe djihadiste s'empare du site. Dans son communiqué de presse, Lafarge Holcim n'a pas spécifiquement nommé l'organisation État islamique, mais après des plaintes de plusieurs ONG et du ministère de l'économie, une enquête préliminaire a été ouverte en octobre dernier pour financement du terrorisme et non-respect des sanctions contre le régime de Bachar al-Assad.
Quartier après quartier, les forces de sécurité irakiennes progressent à Mossoul face aux combattants de l'organisation État islamique. 4 mois après le début de l'offensive contre le bastion des djihadistes en Irak, les avancées sont absolument incontestables. Le reportage de Mathieu Mabin, Gallagher Fenwick et Abdallah Malkaoui. Les gestes sont précis, mécaniques. La bataille pour Mossoul, un sanglant processus qui voit tomber les combattants de Daesh, un à un. Observer, scruter. Chacune de ces fenêtres peut dissimuler un tireur embusqué. Les armes des militaires irakiens croisent celles de leurs ennemis, par-dessus les têtes de civils résignés. C'était impossible de fuir avant ? Non, on a été obligé de se cacher dans une pièce minuscule à 30 pendant 4 jours. Mais c'est du ciel que viennent les coups les plus durs. À l'extérieur de Mossoul, ces artilleurs ont installé leurs batteries de mortiers pointées sur la ville. Vêtus de bleu, ces hommes sont en fait des policiers. Mais en temps de guerre, rien ne les distingue plus des militaires. On a fait la moitié du chemin. On s'approche de la vieille ville et du gouvernorat de Mossoul. On a conquis un quartier proche. Le prochain objectif, c'est le 4e pont. Sur les berges ouest du Tigre, les blindés remontent vers le front. L'état-major a déjà annoncé s'être emparé d'un pont sur le fleuve. La partie est est bien aux mains de l'armée, mais à l'ouest, Daesh tient toujours. D'ici, il n'y a qu'entre 50 et 100 mètres entre eux et nous. Ils sont juste au nord, après ce pont. Ils sont vraiment très proches du 4e pont. Dans cette bataille pour l'ouest de Mossoul, les forces de sécurité irakiennes ont déjà remporté quelques victoires. Mais ce à quoi nous assistons n'est en fait qu'un travail de préparation. La vraie bataille, la bataille pour la vieille ville, celle que tout le monde redoute, celle-là sera la plus meurtrière. En Libye, maintenant, les enfants de migrants qui tentent de rejoindre l'Europe sont souvent victimes d'abus. Le 3/4 d'entre eux font part de violences de la part d'adultes, selon un rapport de l'UNICEF. Au mois de septembre, la Libye comptait 250 000 immigrants hébergés pour la plupart dans des centres de rétention, des camps de travail forcés et des prisons improvisées, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Serine Bey nous en dit plus. Ils ont quitté leur pays avec l'espoir d'une vie meilleure en Europe. Ces migrants, venus d'Afrique subsaharienne, n'imaginaient pas les conditions atroces de leur voyage vers l'Italie. Battus, affamés, souvent violés, ils témoignent de leur passage dans des centres de rétention libyens. J'ai vu beaucoup de gens mourir. Même mes 2 amis, ils les ont tués en prison. L'un est mort sur moi, je l'ai attrapé comme ça. Il m'a dit, si tu pars, dis à ma mère que je suis mort. Ils ont tiré sur sa poitrine au moment où il essayait de s'échapper de prison. Des prisons libyennes dans lesquelles de nombreux migrants croupissent pendant des mois. Et les premières victimes sont les femmes et les enfants qui sont à la merci de l'exploitation et de la prostitution. Une centaine d'entre eux a été interrogée par l'UNICEF et près de la moitié affirment avoir été violés ou abusés. Je ne sais pas comment appeler cet endroit. C'était très dangereux. Ils avaient l'habitude de nous battre, de nous flageller. La nourriture qu'ils nous donnaient n'était pas bonne. L'eau non plus. Il y a plusieurs facteurs qui mènent à un niveau de tragédie que l'on n'a jamais vu concernant les enfants migrants. Et cela demande une réponse bien mieux coordonnée au-delà des frontières. Les groupes armés qui contrôlent les centres de rétention profitent du chaos libyen pour coopérer avec les passeurs et imposer leurs règles. La traversée vers l'Italie au départ de la Libye est actuellement la première voie d'immigration illégale vers l'Europe. L'an dernier, près de 180 000 migrants l'ont effectué. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.
En France, après avoir refusé de retirer sa candidature malgré sa future convocation chez les juges, François Fillon tente une nouvelle fois de se relancer et de remobiliser ses soutiens. Mais les défections se multiplient dans son camp. Énième réunion de crise ce matin au QG de François Fillon. Les visages sont tendus, les ténors du parti Les Républicains ne parlent pas. L'objectif aujourd'hui, c'est de rassurer la famille politique. On est au travail, on est au campagne. À la sortie, en revanche, François Baroin en appelle aux électeurs. C'est une relation entre un homme et le peuple désormais. Mais les mauvaises nouvelles s'accumulent. Un petit mot sur la défection de Sébastien Lecornu. Xavier Bertrand ne répond pas, mais Sébastien Lecornu, directeur adjoint de la campagne de François Fillon, a bel et bien publié ce communiqué. J'ai présenté aujourd'hui ma démission, explique-t-il. Quelques heures plus tard, un deuxième conseiller fait la même chose. Et les défections parmi les élus se multiplient. Cet élu du Nord, sarkozyste et député Les Républicains, demande à François Fillon de se retirer. Il est allé dire à un JT aux 20h que s'il était mis en examen, eh bien, il arrêterait la campagne électorale. Aujourd'hui, il sait qu'il va être mis en examen, donc il doit respecter cette parole. Depuis hier soir, au moins une trentaine d'élus ont publiquement fait savoir qu'ils ne soutenaient plus le vainqueur de la primaire. Je croyais en François Fillon. Je croyais qu'il était différent des autres. J'avoue que je suis déçu et triste. Triste pour les militants, pour les sympathisants et pour tous celles et ceux qui ont cru en François Fillon. Nous avons une élection dans 2 mois et je pense qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment où nous avons besoin d'un candidat qui soit totalement dédié à la campagne présidentielle. Mais les principaux lieutenants de François Fillon font toujours bloc autour de leur candidat. Aujourd'hui, soit on déserte, soit on soutient. Moi, mon choix, c'est de soutenir non seulement quelle que soit sa décision, pour faire gagner ma famille politique, mais surtout pour éviter les menaces qui planent sur mon pays. Une marche de soutien à François Fillon est d'ailleurs organisée dimanche à Paris, au Trocadéro. Un pari pour tenter de relancer la campagne. Et ce jeudi 2 mars, le Parlement européen a approuvé la levée de l'immunité parlementaire de la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen. Une demande réclamée par la justice française qui lui reproche d'avoir diffusé des images d'exactions du groupe État islamique sur son compte Twitter. Les faits remontent à décembre 2015. Convoquée par un juge d'instruction en avril 2016, Marine Le Pen avait refusé de s'y rendre, invoquant son immunité parlementaire. Après la démission du conseiller présidentiel à la sécurité nationale Michael Flynn, va-t-on voir un second membre éminent de l'équipe Trump quitter le navire en raison de ses relations avec la Russie ? La chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a appelé le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, à démissionner. Les explications d'Ethan Hadji. Des révélations explosives du quotidien Washington Post qui inflige un nouveau camouflet à l'administration Trump. Dans la ligne de mire du très sérieux journal, le ministre américain de la Justice, accusé d'avoir rencontré à 2 reprises l'ambassadeur russe à Washington, et ce pendant la campagne présidentielle. Réaction immédiate de Jeff Sessions, qui nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. Je n'ai jamais rencontré aucun représentant russe pour discuter de questions relatives à la campagne présidentielle. Je ne sais pas d'où viennent ces accusations, mais elles sont fausses. Jeff Sessions s'est toujours défendu de toute collusion avec les autorités russes. En janvier, lors de son audition devant le Sénat, le ministre déclarait sous serment qu'il n'avait jamais eu de contact avec Moscou. Je n'ai pas connaissance de telles pratiques. On m'a accusé à quelques reprises d'être un représentant de la Russie pendant la campagne. Mais je n'ai pas eu de contact avec les Russes. L'affaire est d'autant plus embarrassante pour l'équipe de Donald Trump qu'elle intervient un peu plus de 2 semaines après la démission du conseiller à la sécurité nationale. Des révélations du Washington Post et du New York Times avaient révélé que Michael Flynn avait rencontré le même ambassadeur russe avant l'investiture du président américain pour discuter d'une éventuelle levée des sanctions contre la Russie. Dans cette nouvelle affaire, Jeff Sessions a reçu le soutien de la Maison-Blanche, qui affirme que ses rencontres avec l'ambassadeur russe étaient tout à fait légales. Mais près de 3 mois après la victoire de Donald Trump, l'ombre d'une ingérence de la Russie pendant la campagne plane toujours. Les démocrates de leur côté appellent le Congrès à faire la lumière sur ces accusations. Nancy Pelosi, leur chef de file à la Chambre des représentants, réclame sa démission.
Les Nord-Irlandais sont appelés aux urnes pour la deuxième fois en 10 mois ce jeudi, après l'éclatement de la coalition au pouvoir et sans qu'aucune sortie de crise ne se profile pour l'instant dans cette province britannique au passé très lourd. Hervé Amoric. Newtownards Road. Ce quartier protestant de l'Est de Belfast porte les marques de 3 décennies de conflit. Ce fief loyaliste vivait sous l'emprise des milices clandestines, fidèles à la couronne britannique. Mais le décor commence à changer, à l'image de cette main symbolique tendue vers l'autre côté. Dave Armstrong habite près d'une intersection avec le quartier catholique. Ces grilles protégeaient nos fenêtres de devant, on les garde au cas où. Les gars de l'autre côté lançaient des bouteilles, des briques. Récemment, on a pu enlever les grilles. On a l'espoir qu'il y ait une réconciliation entre 2 communautés qui œuvrent pour la paix. Les choses allaient dans la bonne direction, jusqu'à l'effondrement du gouvernement en janvier. Et la crise politique pourrait menacer cette réconciliation naissante. George Dorian représente le principal parti protestant. Les projets en cours à travers l'Irlande du Nord montrent que les partis politiques œuvraient ensemble avec efficacité. Ce retour en arrière est triste et je l'espère temporaire. De l'autre côté du mur, Short Strand, principale force politique ici, Sinn Féin, refuse de gouverner avec le principal parti protestant pour l'instant. Après les élections, nous aurons bien sûr une période de négociation. Le processus de paix est-il en danger? Non. Les 2 communautés sont résolues à préserver la paix. Des 2 côtés, de nombreux électeurs sont frustrés de voir que la politique reste dictée par le conflit passé. Les politiques devraient se remettre en question et voir ce que veulent les gens. Nous vivons encore dans une société divisée. Daniel Walsh garde l'espoir que la génération de son fils pourra enfin abattre ces murs de ségrégation. Ce pourrait être la plus ancienne preuve de vie jamais trouvée sur Terre. Une équipe de chercheurs du University College London a découvert des micro-organismes fossiles âgés d'environ 4 milliards d'années et quelques centaines de millions d'années à peine après la naissance supposée de notre planète. Les explications de Philippine de Clermont-Tonnerre. Ces microfossiles ont été identifiés grâce à des images laser d'échantillons du quartz, prélevés dans le nord-ouest du Québec. Ils auraient entre 3,77 et 4,29 milliards d'années, ce qui en ferait la plus ancienne preuve de vie sur Terre. C'est excitant, les fossiles les plus anciens de la planète. Ils nous livrent les secrets de nos origines. C'est l'une des raisons pour lesquelles la vie intelligente évolue. Le site géologique de la ceinture de Nuvuaqituk est déjà connu pour abriter la plus vieille roche du monde, bien que sa datation soit controversée. Les plus vieux microfossiles connus jusqu'à présent avaient été découverts en Australie et étaient âgés de près de 3,5 milliards d'années. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Le rappel des titres. Maria Dolores de Cospedal à Beyrouth, la ministre espagnole de la Défense a rencontré le Premier ministre Hariri et redit l'engagement de son pays en faveur de la stabilité et de l'avenir du Liban. L'armée syrienne et ses alliés sont entrés dans la ville de Palmyre, dans le centre de la Syrie, après de violents affrontements avec les combattants du groupe État islamique. Et le Parlement européen approuve la levée de l'immunité parlementaire de la chef du FN, Marine Le Pen. La justice française lui reproche d'avoir diffusé des images d'exactions du groupe État islamique sur son compte Twitter. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. À très bientôt.